Aujourd'hui, nous allons parler du libre arbitre en astrologie, c'est-à-dire se demander si nous sommes prisonniers de nos cartes du ciel et n'y pouvons rien changer, ou si nous disposons d'un véritable espace de liberté. En d'autres termes, nos destinées sont-elles inscrites dès notre naissance, ou sommes-nous capables de les transformer? Pour tenter de répondre à cette question, il faut prendre du recul, c'est-à-dire en premier lieu ne pas se cantonner à l'astrologie. Le fait est que nous ne choisissons rien. Nous naissons à une époque et sous des cieux donnés, au sein d'un peuple et d'une famille, avec une hérédité, une classe sociale, des traditions, une religion peut-être qui nous sont imposées. Nous sommes ainsi d'entrée enveloppés dans un récit collectif, pétri de croyances et de conditionnements qui remontent parfois à la nuit des temps. Pourtant, notre petit moi, notre ego, prétend être libre de ses choix. Les philosophes et les religieux débattent de ce problème depuis toujours et restent très divisés. Plus récemment, les scientifiques sont entrés dans le jeu avec tout autant de divergences. Beaucoup soulignent que nous sommes très ignorants des enchaînements des causes et des effets qui aboutissent aux circonstances présentes. La conséquence en étant que la plupart du temps, les motivations profondes de nos choix, qui peuvent être le désir, la recherche de la sécurité ou un système de croyances, nous échappent. Les penseurs contemporains mettent en avant la puissance de l'inconscient, ou encore la biochimie de nos cerveaux, nos gènes et nos hormones. Étudiée sérieusement, l'astrologie semble d'abord suggérer que le libre arbitre est une illusion. Bien sûr, on ne se prive pas de répéter la fameuse formule qui veut que les astres inclinent mais ne déterminent pas. Mais en même temps, l'on ne cesse de s'étonner que les thèmes astraux que nous étudions correspondent si précisément à la vie et aux destinées qu'ils décrivent. Certains faits astrologiques se montrent incroyablement explicites et ne cessent de surprendre les astrologues, même après de longues années de pratique. D'ailleurs, plutôt que de se demander si le caractère correspond bien au signe solaire, ou d'établir des statistiques à propos des activités professionnelles, la véracité de l'astrologie se prouve beaucoup plus facilement par l'étude d'événements marquants émaillant les destinées. Les synastries, c'est-à-dire les comparaisons de thèmes de naissance, ou les thèmes de rencontres déterminantes, sont particulièrement parlants. L'on remarque alors ce qui ressemble à des programmations inscrites dans les configurations natales et qui se déclenchent fréquemment au moment où les transits des astres les activent. Vous en trouverez un exemple frappant sur mon blog dans l'article intitulé La mort de George Floyd, une synastrie tragique. Vous vous souvenez de George Floyd, cet Afro-Américain décédé lors de son interpellation par le policier Derek Chauvin. Non seulement les points de contact entre les thèmes des deux hommes sont extraordinairement rapprochés, nous sommes dans l'ordre du degré, mais leurs significations correspondent parfaitement au drame qui va les associer. Et si l'on peut accuser le hasard, le thème du déclenchement nous fait penser différemment, puisqu'au moment de l'événement, les principaux points de contact sont actualisés par des transits très précis dont les significations valident à 100% la programmation. Mais tous les exemples ne sont pas aussi tragiques. Lors de présentations sur les nœuds lunaires, j'ai mis en avant la synastrie de Romain et de Marie, un couple marié depuis 20 ans, dont la rencontre programmée saute aux yeux. De 3 ans son aîné, Romain montre un soleil posé
sur le nœud sud de Marie, alors que celle-ci a son soleil posé sur le nœud sud de Romain. Difficile de faire mieux, d'autant que les écarts sont de l'ordre de 1 degré. La chance que cela se produise est évidemment infime, mais on ne peut pas écarter complètement le hasard, sauf que le thème de la rencontre, c'est-à-dire du déclenchement de la programmation, tranche définitivement contre la coïncidence. En effet, à ce moment-là, les transits des nœuds lunaires et de Vénus, l'astre de l'union, actualisent ces points de contact entre les deux thèmes, toujours de façon très précise et qui entérine le sens de la programmation. Ces exemples, et il y en a beaucoup d'autres, interpellent en ce qu'ils donnent l'impression dérangeante que nous sommes programmés et que nos destinées sont tracées à l'avance. George Floyd et Derek Chauvin, ou Marie et Romain, ne choisissent pas de se rencontrer, mais leurs chemins se croisent comme prévu, pourrait-on dire. Qui plus est, le type d'interaction est en accord complet avec les points de jonction des thèmes. Dans le premier cas, Mars et Saturne prédominent et la brutalité l'emporte. Dans le second cas, c'est Vénus qui prédomine, ce que démontre la suite de leur histoire. Ainsi illustrée, la question se pose de façon plus pressante que jamais. Où donc est notre liberté, si tant est qu'elle existe? Et en conséquence, demandons-nous s'il est possible d'échapper à ces programmations, c'est-à-dire à ces cadres psychiques préétablis, gravés dans nos thèmes de naissance. Attentivement examiné, ce problème ne semble pas comporter de solution évidente. La difficulté majeure, peut-être, étant que le moi identitaire, c'est-à-dire l'ego auquel nous nous identifions, celui-là même qui revendique son libre arbitre, est lui-même un produit de la programmation. En effet, tout ce qui le constitue, la mémoire, les pensées, le caractère et les émotions, le corps et son hérédité, appartient à la structure décrite par le thème astral. Comment pourrait-il en ce cas être libre de ses choix? L'on peut cependant se demander pourquoi cet ego programmé, conséquence de l'accumulation personnelle et collective d'expériences cristallisées sous forme de mémoire et de préoccupations mentales, est si soucieux de liberté. Pourquoi le libre arbitre est-il depuis toujours l'une de nos préoccupations majeures? N'est-ce pas, c'est bien sûr une hypothèse, parce que la recherche de la liberté, et donc de notre libre arbitre, fait intégralement partie de la programmation. Si elle s'avère exacte, cette hypothèse permet d'approcher notre problème différemment, de le contourner en quelque sorte. Nous pouvons envisager que malgré tous nos conditionnements et la nature même de notre ego, le libre arbitre soit une réalité que nous pouvons atteindre, c'est-à-dire conquérir. Il nous est ainsi possible de considérer que si le libre arbitre existe, il n'est pas offert, mais doit être conquis, et que sa quête réside au cœur de la programmation, qu'elle en constitue possiblement le noyau. Maintenant, si nous poursuivons ce train de pensée, nous aboutissons à l'idée que le thème astral de l'individu représente à la fois sa programmation, c'est-à-dire sa prison, mais également le sentier de la libération. Adaptée à l'interprétation, cette hypothèse explique comment et pourquoi le thème astral gagne à être lu sur deux niveaux. Je rappelle que cette façon d'interpréter est développée en détail dans mon ouvrage
L'astrologie et la mécanique de la pensée, ainsi que dans un article intitulé Le sentier céleste, horizontalité et verticalité, accessible sur le site d'AstroDienst. Le premier niveau de lecture, qui est horizontal, comprend l'ensemble des significations du thème, c'est-à-dire la totalité du paysage psycho-émotif, avec ses orientations fondamentales, ses conditionnements et ses comportements programmés. Le second niveau, qui est vertical, est le sentier inscrit à l'intérieur du thème qui mène à la libération de la programmation. Pour se libérer, il s'agit donc, au cours de son existence, de trouver puis d'emprunter ce sentier céleste particulier, ce à quoi l'astrologie doit s'employer en priorité. Ce sentier est propre à chacun, ce qui, accessoirement, invalide les croyances collectives. L'on comprend donc que le libre arbitre n'existe que lorsque la conscience se libère du cadre psychique préétabli, défini par le thème astral, dans lequel elle est comme insérée à la naissance. La liberté devient donc le but même du grand jeu de la vie et de la mort, dont nombre de règles sont définies par l'astrologie. En résumé, quoique nous soyons programmés par le thème de naissance, il existe une voie de sortie qui est la quête de la liberté. L'expérience astrologique semble prouver que nous soyons en grande partie captifs de notre thème et en même temps, le dessein même de la programmation serait de permettre à la conscience de s'en libérer et de connaître peut-être sa vraie nature. Ainsi, comme nous l'avons vu, le libre arbitre n'est pas offert à la naissance, il doit être conquis. Une quête intimement liée au sens de la vie. Que la conscience puisse se libérer du thème de naissance reste une hypothèse difficile à prouver. Peut-être n'est-ce qu'une illusion, provoquée par un désir de sens, puisqu'il nous semble toujours, en tant qu'êtres humains, que la vie ne saurait être absurde. Et ceci d'autant plus que tout nous prouve que l'ordre et la logique, que ce soit dans la structure de la matière, dans les mathématiques ou dans la musique, règnent partout. Pour cette raison, depuis des dizaines de millénaires sans doute, la quête du sens est ce qui définit au mieux l'être humain. Et c'est pour cela que l'astrologie en soi, c'est-à-dire simplement en tant que sens accordé à la géométrie céleste, semble non pas prouver, mais valider notre hypothèse. Parce que la géométrie du ciel est traduisible en signification, l'astrologie indique que la vie n'est pas un accident. Ce dont je parle dans une vidéo accessible sur ma chaîne, intitulée Astrologie, définition et implication. Qu'est-elle vraiment? Nous n'en savons rien. Et il est possible que nous ne puissions jamais répondre à cette question, en tout cas tant que nous sommes captifs de la carte du ciel. Mais il reste cette incontournable notion de sens de la vie. Et si la vie a un sens, il est fort possible qu'elle ait un dessein et que celui-ci entretienne une relation avec la quête de la liberté. La vie, avec toutes ses orientations, ses programmations et ses accumulations d'expériences plaisantes ou déplaisantes, engendrerait une fleur qui serait la liberté de la conscience. Le dessein de la vie serait la libération de la conscience de la matrice psychique dessinée par le thème astral. Mais cette matrice, un mot qui vient de mer, est semblable à un cocon. Elle met la conscience en état d'éclore.
Pour terminer cette exploration du libre arbitre en astrologie, je reviens sur l'adage qui veut que les astres inclinent mais ne déterminent pas, en soulignant que s'il est vrai, il n'est pas si évident à appliquer. Cet autre adage, qui veut que le sage commande aux astres et que le fou soit dominé par eux, nous convient sans doute beaucoup mieux.